récupérer tout simplement ce qu'ils ont perdu. Il faut souligner davantage, au-delà de la famille, des milieux portuaires avec lesquels Joséphine était alliée. Il y avait déjà par mariage, même du côté des Beauharnais, avec des planteurs et négriers nantais, des alliances qui font que justement il y avait l'influence de ce lobby des milieux d'affaires par son biais auprès du pouvoir politique. Et puis il y a eu une décision indirecte dans le sens où le nouveau personnel du régime consulaire a besoin d'une bureaucratie, et on retrouve dans l'Ancien Régime d'anciens fonctionnaires qui vont retrouver leur place, et on retrouve des hommes d'Ancien Régime qui sont directement au ministère de la Marine et influent sur les nouveaux choix politiques. De Cresse, par exemple, et de ceux qui, à ce ministère, jouent un rôle très fort. On retrouve également dans les années 1770 Villemain de Vèvres, et ce Villemain de Vèvres, eh bien, joue à nouveau un rôle en reprenant sa place, tout simplement, dans les années 1800. Donc finalement, au même titre qu'il y avait une police des mœurs dans l'Ancien Régime pour contraindre les moines, on retrouve ces mêmes formes avec les mêmes. Voilà, donc pas de rôle, je dirais, direct, mais un milieu qui s'est servi d'elle et qui lui a fait un rôle qu'elle-même n'a pas personnellement activé. L'année 1848 est une date symbolique. Marquait-elle une rupture radicale ou une certaine forme de continuité? Je m'explique. Un mouvement de fond de libération des esclaves ou d'émancipation n'était-il pas déjà lancé? Effectivement, 1848 est une date symbolique. Le printemps des peuples vaut pour l'Europe, il vaut aussi pour les Amériques. Est-ce qu'il marque une rupture radicale ou une forme de continuité? Par rapport à la question qui nous intéresse, il faut souligner, et je pense à cet égard, comme Nelly Schmidt, qui a beaucoup travaillé sur l'entre-deux abolition, qu'en réalité, après ce qui avait été la semi-réussite de 1794, il y a quand même eu des restes. Et au-delà de l'Empire, qui marque effectivement un temps d'arrêt, il y a doucement une reprise de la réflexion qui va aboutir en 1848. Et c'est particulièrement vrai en Martinique, puisque la Martinique n'a rien reçu de 1794 dans le sens de l'émancipation. Alors, sans en donner une chronologie détaillée, on peut dire déjà que même durant la période de Napoléon Bonaparte, il y a eu des mouvements. Celui de Jean Quinat, par exemple, au tout début du XIXe siècle, qui essaye de faire lever un peu cette population pour émanciper, obtenir quelques droits, puisque rien n'avait changé. Le mouvement échoue, mais après 1815, effectivement, les choses vont pouvoir repartir dans le cadre de ce régime nouveau, celui de la Restauration. Alors, il y a une action qui est métropolitaine au niveau des ministères, et il y a une action qui est locale. Alors, on ne peut que penser effectivement à ce qui a été l'action localement, je pense à Cyril Bicêtre par exemple, qui a joué un rôle très actif et dont la fameuse affaire dit bien tout le travail qui restait encore à faire, que celui de cet homme qui ne voulait que faire reconnaître les droits réels et qu'avait des hommes de couleur déjà libres, et d'autre part permettre une émancipation de ceux qui étaient encore esclaves. Or, son action en 1823 pour avoir écrit un pamphlet dont il n'était peut-être pas entièrement l'auteur, lui a valu une lourde condamnation, un marquage humiliant offert, et finalement il a été envoyé en métropole où son action a pu être réhabilitée, mais le mal était tout de même largement fait. Alors par la suite il revient, et là on a tout de même eu en 1823, donc dans les années qui suivent, véritablement l'amorce de quelque chose de nouveau, une prise de conscience, je pense, qui est importante. Les lois vont évoluer progressivement jusqu'à 1848. On peut penser à la loi Macot, par exemple, de 1845, qui sont déjà inavancées, déjà un travail préparatoire, d'autant qu'on voit que dans les pays voisins, les choses ont déjà aussi largement évolué. Donc la loi Macot, sans donner les détails, sont la reconnaissance de la possibilité du mariage, d'avoir un lopin de terre, d'avoir une limitation du temps de travail à 9h30 journalière. Alors ça, ce sont de réelles avancées, et on est plusieurs années avant 1848. Donc sur ce point, on peut dire que localement, et avant même que la loi Schellcher soit
réalité, il y a eu un fort travail progressif dans les décennies précédentes. À l'inverse, l'année 1848 marque-t-elle une véritable liberté à tous les niveaux? Faudra-t-il attendre la Troisième République pour que les esclaves affranchis goûtent vraiment à la liberté? Effectivement, il ne suffit pas qu'une loi soit imposée pour qu'elle soit automatiquement appliquée. Juste avant de continuer, si ça coupe, parce qu'on me signale dès qu'il fait 3 heures, Facebook coupe. Donc si ça coupe, je vais reprendre la vidéo. Je vais reprendre. Donc c'est bien dit ici. Elle dit, la collègue dit, ils ont blanchi la population kanak depuis. Ah oui, l'histoire se répète. Mais voilà pourquoi, je fais que le dire. L'histoire fait que se répéter. L'homme noir, il se dit que l'esclavagisme était aboli. Grandement faux. L'homme noir, il est très content de parler de l'indépendance. Mais l'indépendance, elle est égale. L'esclavagisme, l'indépendance, elle est égale. La dictature, l'indépendance, elle est égale. La continuité de Léopold II. L'indépendance, elle est égale. La conférence de Berlin, 1884-1885. Le partage de l'Afrique. Voilà, l'indépendance, elle n'existe pas. L'être humain noir, s'il veut être libre, c'est d'être debout, de prendre les armes et de se défendre. Il n'y a que comme ça. Mais l'homme noir, s'il croit l'indépendance du papier que l'homme blanc lui a donné, grandement faux. Voilà pourquoi un tueur comme Sassou, il tue au Congo-Brazzaville. Voilà pourquoi un tueur comme Kabila, il tue au Congo-RDC. Voilà pourquoi il y a Ali Bongo, PDG des ordures, il tue les Gabonais. Parce que l'indépendance, elle n'existe pas. Mensonge total. Et c'est cette même indépendance qui a permis à l'homme blanc de tuer Patrice Lumumba, de le découper et de garder les dents de Patrice Lumumba. Quelques dentures. Et ils sont fiers. Mais imaginez, si un autre peuple l'avait fait à un juif, mais ça allait faire les tours de tous les médias. Mais pour l'homme noir, il n'y a pas d'importance. C'est un sous-homme. Oui, l'homme blanc nous voit comme des sous-hommes. La vérité doit être dite. Seule la lutte libère. Voilà. Thomas Sankara l'a dit. Il a dit seul que la lutte qui libère. Voilà.